Donc les différentes parties qu'on va couvrir, on va d'abord voir, très, très rapidement à quoi sert physique. C'est bon, c'est juste pour rappeler, quel est notre objectif en créant physique. La deuxième question, bah, elle est centrale: pourquoi connecter physique avec un microcontrôleur? La troisième partie, ça va être sur les protocoles d'échange, comment on envoie des données à physique et comment il les affiche. La quatrième partie, on verra la programmation de quelques microcontrôleurs. On passera rapidement. Il y a des exemples sur le site, mais on verra quelques exemples et je vous montrerai ce qui peut en résulter. Et puis en dernière partie, on verra quelles expériences on peut faire avec ce genre de setup en classe. Et puis, bah, ce qui sera intéressant, c'est que vous partagiez également, bah, vous, quelle est votre expérience, ou si vous avez fait des activités en classe avec les microcontrôleurs en sciences. C'est toujours très intéressant pour les collègues. Voilà. Alors je me permets de vous poser une première question de façon à orienter peut-être un peu notre discussion. C'est, vous et si vous pouvez me répondre dans le chat, de façon vraiment avec un ou 2 ou 3 mots, mais, de façon rapide. Quelle utilisation, vous souhaiteriez que pour quelle utilisation vous souhaiteriez connecter un microcontrôleur à physique? C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire avec cette connexion? Peut-être que vous allez dire: «J'en sais justement rien et c'est la raison pour laquelle je suis venu à cette présentation». Mais peut-être que vous avez déjà une idée en tête, donc si vous pouviez la partager avec tout le monde, comme ça nous donnera des idées et on en saura plus. Voilà. Donc déjà, ça c'est une première petite question. Si vous pouviez répondre en 1 minute à ça, ça serait bien, pratique. Voilà. Alors je vais essayer de récupérer le chat. Le problème c'est que je suis pas du tout idée. Alors mesure de température, pas d'idée. Mesure de pression, plus le son, d'accord. OK, mesure de température, d'accord. La mesure de température, c'est vraiment très, très pratique, ça c'est sûr, donc OK. Donc ça c'est notre 1re petite question. Puis la deuxième petite question que je voudrais vous poser, c'est, quel microcontrôleur souhaiteriez-vous utiliser? Est-ce que c'est plutôt de l'Arduino, du microbit, un ESP32, autre chose? Donc peut-être que c'est le moment, bah, de répondre. Voilà. Un Uno, ESP32, Arduino, microbit ou Arduino, d'accord. Donc c'est varié. OK, donc on couvrira à peu près tous ces microcontrôleurs. D'accord. OK, alors allons-y. Hem, alors juste rapidement, qu'est-ce que c'est physique et à quoi ça sert? Je pense que vous l'avez déjà, tous utilisé, mais juste pour rappeler le but de cette démarche. Notre démarche, c'est d'encourager la démarche d'investigation en transformant le portable ou la tablette en un laboratoire scientifique. Les élèves ont des tablettes, ou des portables dans leur poche ou dans leur cartable. Comment est-ce qu'on peut transformer, ces outils, numériques en des outils d'investigation, en des outils scientifiques? Et pour faire ça, on a donné 4 fonctionnalités principales à physique: la collecte de données et des mesures, le cahier d'expérience qui permet d'enregistrer ces données et de les analyser, des outils d'investigation comme des générateurs de sons, des générateurs de couleurs, des bibliothèques de sons ou d'autres, et puis une base de données d'activités, qui permet, bah, d'avoir accès à une soixantaine d'activités qui sont des activités très simples, hein. C'est pas les activités très complètes, style la main à la pâte. C'est juste des activités simples pour vous donner des idées et après sur lesquelles vous pouvez, capitaliser. Donc ça, c'est les objectifs physiques et physique en 2023, bah, ça fait 3 ans qu'on a créé cette application. Elle est gratuite et sans partage de données personnelles, donc elle peut être très facilement utilisée dans le cadre scolaire. Elle est disponible en 15 langues sur, smartphone et tablette, donc il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs en France, à peu près 1 000 par jour, 1 000, élèves et enseignants, hein, c'est principalement ceux qui utilisent physique, mais on a également des utilisateurs dans plein, plein d'autres pays du monde. Je sais pas, en ce moment, ceux qui utilisent le plus physique, ça va être la Colombie, les Philippines, Taïwan, la Thaïlande, pas mal, ou voilà, ou d'autres pays comme ça. Donc bon, voilà, ça varie, au gré du jour ou au gré des enseignants qui, petit à petit, adoptent, cette technologie. Voilà, et comment fonctionne Physique? Bah, Physique utilise les capteurs des smartphones pour exposer ces informations à l'élève, luxmètre, boussole, son, oscilloscope, et cetera. Mais également, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on peut y connecter des capteurs externes de façon très simple. Et on va voir comment et à quoi ça sert. Voilà. Alors pourquoi connecter un microcontrôleur à Physique?
Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat ou à m'interrompre, hein. Donc notre première partie vraiment, sur le sujet, c'est pourquoi connecter un microcontrôleur à physique? Bon, moi, les microcontrôleurs, ça fait pas longtemps que j'en ai utilisé. Je crois que les premiers microcontrôleurs que j'ai utilisés, c'était des petits trucs américains, dans les années en 2000, 2001, 2002. C'était déjà assez puissant, en fait, et le concept, c'est juste d'avoir une sorte de petit ordinateur qui tient sur une petite carte avec juste la carte mère et puis une capacité d'interaction, une capacité de faire des entrées-sorties, très simples et donc d'avoir un certain nombre de ports sur lesquels on peut se greffer, des ports qui sont des ports digitaux, des ports, analogiques, mais également une facilité de connexion très importante. Donc c'est des choses qui sont très bon marché, hein. En ESP32, ça vaut 5-6 € sur le marché. Dès qu'il est englobé avec d'autres choses, il vaut beaucoup plus cher, mais vraiment, à la base, c'est des choses qui sont très, très peu chères et donc qui sont très bien pour faire du hobby, pour développer des petites applications, pour développer des petits trucs. Une autre caractéristique qui est vraiment intéressante, c'est qu'ils sont très modulables et autonomes. Autonomes, ça, c'est bien parce qu'on peut les emmener, ailleurs, on peut les mettre dans un sac à dos, ils sont tout petits, on peut y greffer une petite batterie et à ce moment-là, on a des vrais petits ordinateurs, portables qui permettent d'acquérir plein de données. Donc, le fait qu'ils soient modulables et autonomes, c'est super important pour nous. Ils sont très faciles à programmer, grâce, il y a des centaines de logiciels, qui sont disponibles en libre accès, gratuits, les interfaces de programmation sont gratuites également. Il y a toutes les vidéos qu'on peut rêver pour voir comment programmer ces trucs, donc c'est extrêmement simple à programmer. Et puis surtout, ça a une bonne puissance de calcul. Donc vous arrivez, même sur des Arduino, sur des microbits, à calculer, des transformés de Fourier en temps réel et cetera. Donc vous avez vraiment une puissance de calcul super impressionnante pour des petits trucs pour des choses qui sont aussi petites. Et puis une des choses qui est importante pour nous, surtout quand on y connecte des capteurs, externes, il y a des très bons protocoles de communication. Des protocoles de communication filaires, soit, ils acceptent du analogique et ils peuvent l'analyser, soit du digital, mais aussi des protocoles comme OneWire ou UART, I2C et cetera. Donc en fait, après n'importe quel capteur qui a son propre protocole de communication va pouvoir être, va pouvoir, enfin le microcontrôleur va pouvoir l'écouter et dialoguer avec ce capteur ou avec cet autre outil, cet autre microcontrôleur ou whatever. Et également, ils ont souvent, une capacité de connexion par ondes, donc ils ont souvent intégré un petit module Bluetooth, un petit module Wi-Fi ou d'autres choses. Et donc ça, c'est extrêmement pratique parce que du coup, dans la plupart des cas, on n'a pas besoin d'y regreffer un autre module Bluetooth ou un autre module Wi-Fi pour connecter avec l'extérieur. Donc c'est vraiment des outils qui sont, totalement indépendants, modulables, autonomes, mais sur lesquels on peut faire énormément de choses. Alors quel microcontrôleur? Bon, bah, vous m'avez donné une liste, c'est un peu ça qu'on va étudier. Arduino, Microbit, ESP32, c'est ceux-là que moi j'utilise le plus. Mais sinon, il y en a d'autres, des Raspberry Pi, des STM32 et cetera. Donc il y a énormément, énormément de différentes sortes de microcontrôleurs. Hem Une des choses quand même, que je veux qui est bien dans certains microcontrôleurs, c'est qu'ils ont une batterie intégrée. Ça, c'est pratique parce qu'y connecter une batterie, souvent c'est gros, ça peut être lourd et cetera et c'est une chose de plus qu'il faut acheter. Donc quand on a tout intégré, c'est quand même, plus pratique. Voilà. Hem Alors, quelles activités, intègrent Physique? Il y a 3 grands types d'activités. Le premier, c'est que Physique accède aux capteurs des microcontrôleurs. Comme ils sont indépendants, en fait, le fait d'accéder à ces capteurs permet de créer des choses qu'on peut lancer en l'air et on a moins de risques d'abîmer qu'un portable qui coûte, quelques centaines d'euros. Là, un microcontrôleur, ça vaut quelques dizaines d'euros, donc du coup, on est plus tenté de faire des expériences un peu plus dramatiques avec les microcontrôleurs. Comme la plupart des microcontrôleurs ont à l'intérieur, par exemple, des accéléromètres ou des capteurs de couleur ou de luminosité ou des thermomètres. Donc du coup, on peut être un peu moins précautionneux avec un microcontrôleur qu'on doit l'être avec un smartphone. Donc ça, c'est pratique d'utiliser les capteurs qui sont internes au microcontrôleur. Souvent, ils ont des capteurs qui sont pas présents dans les smartphones, comme par exemple des capteurs de température, des capteurs d'hygrométrie et cetera. Donc vraiment utiliser les capteurs du microcontrôleur, c'est la première chose la plus simple à faire avec Physique. La deuxième chose, c'est accéder à des capteurs externes. Donc c'est greffer au microcontrôleur qui a cette capacité de communication, des capteurs externes, des capteurs de CO2, des capteurs, de température, des sondes de température et cetera.
pour faire plus d'expériences scientifiques avec physique, puisque le physique va recevoir ces informations exactement comme si c'était des capteurs internes. Et puis, une troisième utilisation qu'on peut avoir, c'est avoir, physique, connecter physique au microcontrôleur à l'intérieur d'un projet technologique particulier. Soit par expérimentation, juste pour voir si on arrive à connecter différents outils qui sont un peu différents par Bluetooth, soit parce qu'on aimerait bien, utiliser, le microcontrôleur comme chronomètre ou pour mesurer des instants, des différences de temps ou des choses particulières. Voilà. Donc, physique serait juste une brique technologique à l'intérieur, d'un projet plus global qui viserait à des expériences scientifiques, plus larges et physique serait juste là pour afficher les données, par exemple, ou les enregistrer. Voilà. Donc 3 types d'activités et on verra différents types, pour chacune de ces activités. Alors on a parlé de capteurs externes, c'est quand même la plus grosse utilisation des microcontrôleurs pour physique. Physique est un outil d'enregistrement des données, de capture de ces données et puis après d'analyse de ces données et puis de partage de ces données à travers les PDF et cetera. Donc ou des tableaux, ou sur Excel. Donc en fait, ce que l'extension de physique, c'est vraiment d'avoir un microcontrôleur sur lequel, est, greffé, différents capteurs. Alors nous, les capteurs qu'on utilise, le plus souvent, bah, c'est ceux qui sont listés là. On a par exemple, des capteurs de température, notamment les sondes DS18, B20. C'est des sondes qui marchent en one wire, qui sont très précises, qui résistent à 120 degrés et à -10 ou -20 degrés, à température basse. Donc c'est des sondes avec lesquelles on peut faire des expériences comme la mesure de la température d'ébullition de l'eau, comment, des changements de phase et cetera. Donc on peut vraiment, c'est des vraies sondes de température, on peut faire des exercices de convection et cetera. Des vraies sondes de température bien précises et qui résistent à des très hautes températures. Heu, une des utilisations que vous avez probablement tous aussi en tête, c'est tout ce qui est autour du CO2, des composés volatiles, de la qualité de l'air et cetera. Donc nous, on utilise 2 types de capteurs, soit les capteurs qui analysent les composés volatiles, ça s'appelle le ECO2. E, c'est pour équivalent CO2. C'est pas des vrais capteurs de CO2, c'est des capteurs qui mesurent les composés volatiles, comme, des éthanols ou d'autres composés comme ça et qui recréent une mesure équivalente de CO2. Donc, par exemple, le SGP30, est un de ces composants. L'intérêt, c'est que ça vaut pas très cher. C'est des composés qui valent une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, des composants qui valent une quinzaine d'euros mais par contre, c'est pas des vrais mesureurs de CO2. Si vous voulez vraiment mesurer la concentration, de CO2 ou d'un gaz, là, il faut des capteurs spécialisés comme le SCD30, le SCD40, le SCD41, qui eux mesurent vraiment la concentration de CO2. Après, il y a des petits capteurs qui valent pas très cher, le SHC30, le QMPC 6988, qui sont des capteurs de température ambiante, d'humidité, de pression. Et puis, ce qu'on fait aussi, on utilise, des capteurs qui mesurent, le voltmètre, qui permettent de transformer en voltmètre, en ampèremètre, l'ADS 1115, ou aussi des mesures de température, de distance, des mesures, des capteurs, d'UV, des capteurs de lumière et cetera. Donc on peut greffer sur les microcontrôleurs à peu près n'importe quoi et envoyer ces informations à physique. Donc ça étend vraiment le champ des possibilités pour l'application physique. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions ou on continue et on procède à l'échange de données? Est-ce que je vais trop vite? Pas assez vite? Vous me dites, vous vous mettez sur le chat et puis j'essaierai de tenir compte de vos remarques. Alors, s'il y a pas vraiment de questions et encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je regarde sur le chat s'il y a d'autres choses. Non, il y a pas eu d'autres choses. Hem, on va passer on va passer à attendez, je me suis un peu perdu. Voilà, à l'échange de données. Donc comment est-ce qu'on envoie des données à Physique et quel est le protocole que Physique attend? Nous, on utilise le Bluetooth et c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique, pour nous. On utilise un Bluetooth un peu particulier sur, les Android et les iOS qui est le Bluetooth BLE. Donc, il y a 2 types de Bluetooth. Il y a le Bluetooth, normal et puis il y a le Bluetooth BLE. La plupart des smartphones maintenant sont en Bluetooth BLE puisque c'est un Bluetooth Low Energy, hein, Bluetooth LE Low Energy, donc qui consomme peu d'énergie.
Donc c'est une forme de Bluetooth qui est extrêmement pratique et voilà, qui va pas, vider votre portable après une utilisation de quelques heures, avec physique, voilà. Donc on utilise le Bluetooth BLE. Mais attention, ça veut dire que que les microcontrôleurs qui ont juste Bluetooth pourront pas communiquer en BLE, hein, s'ils sont pas compatibles tous les 2. Donc, il y a quelques, microcontrôleurs, on parlera de ça, notamment des Arduino, qui ont des communications en BLE en Bluetooth, mais pas BLE. Donc vérifiez bien avant d'essayer de connecter un microcontrôleur à physique qu'il fonctionne bien en Bluetooth BLE. On verra ce qu'on fait si le microcontrôleur, a pas de Bluetooth BLE et quelle est la situation, potentielle alternative. Hem, alors dans physique, on utilise aussi un protocole particulier qui s'appelle le protocole UART. On reviendra là-dessus, c'est un protocole, type, de communication en série, qui est très simple et qui est très simple à utiliser. Alors, une des limitations, c'est qu'on demande à ce que parce que c'est Bluetooth, à envoyer des données avec un débit inférieur à 5 hertz, donc 5 informations par seconde, voilà. Au-delà, on n'est pas sûr que physique a bien reçu cette information ou qu'elle va pas, entrer en collision avec d'autres informations. Donc physique n'est pas fait physique en communication Bluetooth n'est pas fait pour recevoir des données, énormément de données, par exemple d'un accéléromètre. Les accéléromètres ont typiquement distribuent les données à 150 hertz, donc bon, ça va pas le faire. Donc là, il faut soit moyenner, soit envoyer des données à une fréquence de quelques hertz, 5, peut-être vous pouvez monter à 10, mais voilà, pas plus, en tout cas. Ça fera pas du 150 hertz. Ça, c'est sûr, voilà. Donc l'actualisation des données doit être raisonnable. Et puis ensuite, une des autres choses, c'est qu'on gère uniquement la communication du microcontrôleur vers physique. Donc on ne fait pas le retour physique vers le microcontrôleur. On fera ça bientôt, mais pour le moment, on peut juste envoyer des données du microcontrôleur vers physique qui les reçoit. Comme c'est une communication Bluetooth, on est à peu près sûr que les données sont bien reçues quand on les envoie. Alors, le protocole Bluetooth BLE, fonctionne, d'une manière un peu particulière avec, ce qu'on appelle un service et des caractéristiques. Un service, il faut le voir comme un peu une fonctionnalité spécifique que les appareils peuvent offrir. Donc par exemple, la communication, une communication, sonore par exemple. Et une caractéristique, ça serait par exemple, si c'est une communication sonore, ça serait, quel est le volume ou est-ce que c'est on mute ou pas et cetera. Donc finalement, un service, c'est la fonctionnalité générale que l'appareil offrira, donc là par exemple le microbit. Et puis la caractéristique va être, quelque chose de bien particulier. Dans le service UART, les 2 caractéristiques, c'est une caractéristique de réception et une caractéristique de transmission. Je le mentionne pour que vous ayez voilà, une idée de comment fonctionne le protocole Bluetooth BLE, mais il n'y a pas besoin pour utiliser physique d'en connaître beaucoup plus, que ça. Ni même ça d'ailleurs, vous avez juste besoin, en fait, de connaître, de savoir qu'il faut donner pour, connecter la physique, il faut donner un nom au périphérique. Donc la première chose qu'on va faire en programmation quand on programme un petit programme pour se connecter à physique, c'est on va donner un nom au périphérique, donc au microbit ou Arduino et cetera. Par exemple, on va lui donner le nom connexion physique. Et puis ensuite, on va lui dire quelle est l'adresse, quel est l'unique, UID, c'est Unique ID, donc l'identité unique du service. Et donc, cette identité unique, dans le cas UART, elle est fixe et c'est celle qui est marquée, donc 6E400 et cetera. Et vous allez donner l'UID de la caractéristique, RX, donc de réception, qui est également celle-là. Voilà. Vous aurez juste à faire ça et on verra, dans quel champ on doit les mettre. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste besoin de dire que le service doit inclure une notification. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Arduino ou le microbit fait un calcul et envoie une donnée, il doit notifier qu'il a envoyé une donnée. À ce moment-là, physique sait qu'il a bien reçu une donnée. Voilà. Donc, ça a l'air compliqué comme ça. Honnêtement, vous allez voir sur les exemples de programme que c'est très simple. Il suffit de savoir qu'il faut donner un nom périphérique, qu'il faut utiliser un service particulier, qui est le service URT, dont l'adresse est celui-là, et qu'il va falloir utiliser la caractéristique réception. Pourquoi réception? Parce que il y a toujours un maître et un esclave dans les communications Bluetooth.
Donc là, c'est votre portable qui est le maître. Donc lui, il attend une réception, donc il attend sur le port de réception des informations que va lui transmettre le Arduino ou le microbit. Et ensuite, que le service doit inclure une notification Notify. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, alors quel message on peut envoyer? Bah, les messages physiques, ils sont extrêmement simples. Heu, En fait, on va envoyer une fois qu'on a organisé tout ça dans la partie setup du petit programme, on va après dans la loupe, hein, dans la boucle, on va envoyer régulièrement, à physique une chaîne de caractères et cette chaîne de caractères a un format très simple. Il y a un nom qui est le nom du capteur et la valeur, de cette la valeur de la mesure. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer, une tension de 5 volts à physique, vous allez envoyer un message ERT qui est le suivant, donc c'est une chaîne de caractères qui aura tension, 2 points, 5.0, donc 5, c'est la valeur de la tension et tension, ça permettra à physique de savoir que l'information qu'il va recevoir c'est une tension. Voilà. Comme on veut faire très, très simple pour tout le monde, on a mis un certain nombre de noms qui sont reconnus, automatiquement et automatiquement quand physique reçoit, le nom, donc température, poids, humidité, tension, pression, accélération et cetera, il reconnaît quelle est l'unité et quelle icône et il va automatiquement mettre la bonne unité et la bonne icône. Donc du coup, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin d'organiser quoi que ce soit. Vos élèves, par exemple, si vous connectez un microcontrôleur qui va envoyer la température, vous mettez juste température ou temp, physique reconnaît juste les 3 premiers caractères et vous mettez, température, par exemple 2 points et la température qui s'affiche, 20°. Donc vous mettez 20 et automatiquement physique sait que c'est des degrés et il sait il va montrer à l'écran une icône qui est un thermomètre. Donc du coup, c'est très pratique et vous n'avez pas grand-chose à faire. Si vous avez, des informations ou des mesures qui ne sont pas reconnues parmi la liste, qui est citée là, donc là, il y a 12 champs à peu près. Si c'est un autre champ, vous allez mettre son nom, mais Physique ne va pas vraiment le reconnaître, il va mettre juste UART et puis il va mettre l'information. Donc vous pouvez envoyer des informations qui ne sont pas parmi ces informations, standards qui sont reconnues par Physique, mais juste il va les afficher, mais il ne va pas mettre la bonne icône et il ne va pas mettre la bonne unité. Voilà. Donc juste pour résumer, pour envoyer une information à physique, il va falloir à l'intérieur du programme bien mettre en place, le service de façon à ce que les bonnes info de façon à ce que physique, puisse reconnaître ces informations. Donc il faut créer un nom, il faut donner un nom, il faut créer un service et il faut créer une caractéristique. Et ensuite, il suffit d'envoyer des messages qui sont des chaînes de caractères dans lesquelles il y a 2 parties. Une première partie qui est: quel est le nom de l'information qu'on essaie d'envoyer? Et deuxièmement, quelle est la valeur de l'information qu'on essaie d'envoyer? Le tout séparé par, un double point. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez que c'est pas très compliqué. On verra que enfin, je vous dirai un peu quelle est la suite pour nous et quelle est l'évolution qu'on va mettre. La raison pour laquelle on met aussi peu d'informations pour le moment, c'est qu'en fait, à l'intérieur du Bluetooth et de UART, donc beaucoup de portables, c'est limité à 20 caractères. Donc du coup, on a essayé de vraiment de mettre le minimum, de façon à pouvoir envoyer l'information de façon rapide, standardisée. Voilà. On verra qu'on peut rajouter d'autres informations, mais c'est dans un second temps. Alors eh bien, maintenant, comment est-ce qu'on se connecte avec Physique? Ben, en fait, la connexion avec Physique se fait très simplement. Une fois que vous avez créé ça, vous lancez votre microcontrôleur et dans Physique, vous allez sur capteur externe, vous appuyez sur capteur externe et suffit juste de choisir, l'émetteur ou le microcontrôleur et automatiquement Physique se connecte, reconnaît toutes les données et vous donne, la possibilité d'accéder à ces données exactement comme si vous utilisiez un autre capteur. Donc Physique reconnaît ces informations comme si c'était des capteurs internes. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être, bah, de commencer en vous donnant l'exemple d'un capteur. Là, j'ai enfin d'un microcontrôleur. Là, j'ai par exemple un microbit. Alors le microbit, c'est vraiment le plus simple. Bon, je vais le connecter à un à une batterie externe, donc là, il s'allume. Je lui ai mis dedans un petit programme qui est le programme là. Vous voyez, je l'ai fait avec mon portable, donc c'est très simple.
Ce petit programme, bon, c'est un programme par bloc, hein. Il a été fait avec le logiciel MakeCode, qui est le logiciel qui est utilisé par Microbit. On peut utiliser d'autres choses, hein, également. Euh, Par exemple, VitaScience a des logiciels, enfin a des modules de programmation de Microbit qui sont extrêmement bien faits. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'interface VitaScience. Et vous voyez que là, ce petit programme, je m'approche un peu de l'écran parce que je ne vois pas très très bien, mais ce petit programme a plusieurs parties. Une première partie qui dit au logiciel, qui dit au microbit, si jamais une connexion est faite avec Bluetooth, on va montrer une icône qui est un cœur. Si jamais la connexion est désactivée, on met une icône qui est une croix. Et puis, on lance le service, donc au démarrage, on lance le service Bluetooth, donc ça s'appelle Bluetooth Service UART. Et puis, on lance une boucle qui est lorsque le bouton est appuyé, à ce moment-là, il va envoyer une information qui est ici, la température vaut 24 degrés. Mais dans le petit logiciel que j'ai mis, l'information est un peu plus compliquée. C'est juste de capturer la température et le mettre dans une, chaîne de caractères. Je vous montre le programme que j'ai fait. Il est sur Microbit. Alors, je vais partager cet écran. De toute façon, ce que vous voyez un peu comment tout ça se passe. Donc là, je vais partager mon portable sur lequel j'ai mis ça. Lancer la diffusion. Là, normalement, vous devriez voir portable arriver, si ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Vous le voyez ou... Oui, ça a l'air de... Oui, commence à partager. Donc là, voilà. Donc là, je vais aller sur le petit logiciel que j'ai créé, voilà. Donc, vous voyez que c'est un petit logiciel avec MakeCode. Et vous voyez donc les différentes parties de ce petit programme. Au démarrage, il lance le service Bluetooth UART. Alors, une particularité, c'est il faut le lancer, avec Microbit, il faut le lancer, il y a un module externe qui s'appelle le module Bluetooth, donc il faut aller le chercher, et il faut le télécharger. Et à ce moment-là, il télécharge ce petit module qui n'existe pas en standard, qui est, donc vous pouvez ajouter des librairies externes. Donc à l'intérieur de mes codes, il faut rajouter les librairies externes Bluetooth. Et à ce moment-là, vous pouvez, il y a différentes fonctionnalités, donc dont le lancement du service UART. Donc vous lancez le service UART. Vous voyez qu'ici, en cas de connexion Bluetooth, on affiche une icône Bluetooth. En cas de déconnexion, on affiche une croix. Et puis, je vais vous passer un peu voilà. Et la chose importante, c'est celle-là. C'est-à-dire, quand on appuie sur le bouton A, à ce moment-là, il envoie Bluetooth UART écriture ligne. Donc, il écrit, il envoie une chaîne de caractères par Bluetooth. Et cette chaîne de caractères, c'est la concaténation. Donc, il ajoute deux chaînes de caractères. Une première chaîne de caractères qui est le premier, qui est la première partie de la chaîne qu'on attend, c'est qu'est-ce que c'est que cette mesure. Donc là, c'est temp pour température, 2 points. Et après, alors je ne sais pas si je vais arriver à le pousser vers la droite, voilà, c'est ça. Après, il convertit la température, température interne du capteur, il la convertit en un format texte. Et après, avec la fonction concaténation, il la rajoute à temp. Et donc, il envoie cette chaîne de caractères qui est faite de ces deux parties, le code et la température. Voilà. Et donc, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, il va envoyer à physique. Alors, on va le faire en temps réel. Je vais maintenant me connecter sur physique. Voilà, et je vais appuyer sur capteur externe. Donc, vous voyez que là, je vois plusieurs capteurs. J'ai Physique Connect, ça on en parlera tout à l'heure. Et puis, j'ai au milieu BBC Microbit. Alors, je n'ai pas donné de nom, ça c'est le nom standard. Voilà. Vous voyez que si je fais ça maintenant, la lumière s'allume, donc il s'est bien connecté en Bluetooth. Et maintenant, vous voyez qu'il n'a pas encore reconnu de code, mais c'est parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton A, donc je n'ai pas encore envoyé de code à physique. Donc je vais lui envoyer un code, voilà. Et non, là, il faut que j'appuie sur le bouton A, c'est celui-là à mon avis. Voilà. Et dès que j'ai appuyé sur le bouton A, vous voyez qu'un message est parti de mon microbit vers physique. Physique l'a reconnu et il sait que tout d'un coup, il y a une température qui est disponible. Donc si on appuie sur température, à ce moment-là, il affiche la température, vous voyez. Et donc, voilà. Donc, à chaque fois que je vais appuyer, il va afficher la température. Donc, par exemple, je chauffe un peu
le microbit en soufflant dessus et que je réappuie, vous voyez, il y a 25 degrés, etc. Donc j'aurais pu faire une boucle qui envoie toutes les 500 millisecondes la température. Bon là, j'ai préféré faire quand j'appuie sur le bouton, il envoie la température. Voilà, et il l'envoie au fil de l'eau. Voilà. OK, donc vous voyez que c'est pas compliqué de connecter un microbit sur Physics, c'est même extrêmement simple. C'est un bon exercice pour les élèves. Si je veux me déconnecter, bah, je peux me déconnecter soit du microbit, soit me déconnecter en appuyant sur déconnexion. Et à ce moment-là, la connexion est interrompue. Et vous voyez que sur mon microbit, il y a une croix, donc c'est bien que les deux se sont déconnectés. Moi, j'aime bien le microbit parce que c'est vrai que c'est un appareil super simple à utiliser, avec le langage par bloc, ça marche bien. À l'intérieur, il y a des capteurs faciles à utiliser, donc je trouve ça chouette, mais on peut utiliser d'autres choses. Et donc, je vais arrêter de partager cet écran. Je sais plus comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je fais pour arrêter de partager? Arrêter de partage d'écran, voilà. Et donc, je vais revenir à ma présentation. Si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat, hein. Je vois qu'il y a pas de questions. Donc quand il y a pas de questions, je continue. Hem, voilà, et donc on va revenir à mon au prochain microcontrôleur qui est un Arduino. Alors l'Arduino, c'est un tout petit, j'en ai un là qui est un Arduino. Alors ça, c'est un Arduino, Uno, ça doit être c'est le Nano, pardon, le Nano 33, donc qui est assez chouette parce que dessus il y a plein de capteurs. C'est le Nano 33 Sense, BLE. Je ne me souviens plus combien il vaut, mais il vaut une vingtaine d'euros. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas mis il y a pas les pins pour le connecter, mais bon, c'est vrai que toujours Arduino, c'est un peu, c'est bon, faut après faire un peu de travail de connexion et cetera. Et le langage est un peu plus simple, mais VitaScience a aussi, de la programmation par bloc, donc vous pouvez aussi programmer par bloc, avec le Arduino. Alors la programmation du Arduino est un peu plus compliquée, il y a plus de lignes de code qui sont nécessaires. Ce que je vous propose, c'est, si vous êtes, intéressé par ça, il faut aller sur notre site physique.org et puis après external sensors, capteurs externes, mais on l'a mis en anglais. Vous avez des exemples de programmes pour le Arduino. Alors l'intérêt du Arduino NanoSense, c'est que lui, il a un BLE à l'intérieur, donc vous avez rien besoin de faire, ça c'est très facile de programmer ce Arduino et puis d'envoyer les informations. Enfin, il faut envoyer pareil des informations internes connectées avec d'autres capteurs. Si jamais vous utilisez un Arduino Uno, par exemple, l'ancien Arduino, à ce moment-là, il faut, rajouter un module, Bluetooth BLE et on va voir comment on fait ça. Voilà. Je vous ai mis ici, si jamais vous utilisez l'interface VitaScience par bloc, j'ai pas d'action dans VitaScience, mais comme c'est des gens que je connais bien et que j'aime beaucoup, j'utilise leur site pour la programmation et donc là, par exemple, c'est la programmation avec le HM10, on reviendra dessus. Voilà. Mais le mieux, effectivement, c'est toujours d'avoir un microcontrôleur qui soit en BLE, c'est quand même plus pratique ou d'y greffer dessus un module Bluetooth. Le problème, c'est que du coup, ça coûte un peu plus cher. Donc regardez le programme. Si jamais vous avez une difficulté avec ce programme, vous nous envoyez un mail, on vous expliquera les différentes étapes, heu, de cette programmation. Si on a du temps tout à l'heure, on reviendra dessus. Moi, j'aime bien aussi le SP32. Le SP32, l'intérêt, c'est que c'est vraiment un microcontrôleur qui est très peu cher. Et puis, il vient packagé sous d'autres formes, comme c'est un truc un peu collaboratif, il vient packagé sous d'autres formes, notamment le M5 Stack, qui permet d'avoir un écran, une batterie et cetera. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser le M5 Stack et on l'a beaucoup utilisé. Là, pareil, on utilise, le module de programmation de Arduino, l'IDE de Arduino et là, pareil, sur notre site, pareil à la même adresse, vous avez, un programme de test sur ESP32. Vous avez juste à le télécharger, à le mettre dans votre microcontrôleur et ça vous enverra un message qui pourra être lu par physique. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ça vous intéresse tout à l'heure, on pourra aller sur ce programme. Et il y a juste c'est juste la mise en place des différentes informations, notamment du port UART qui est
qui est importante et qu'il faut bien faire, mais encore une fois, il suffit juste de télécharger le programme et ça marche tout seul. Là, vous voyez ici, on a connecté, ce M5 Stack et ici avec un capteur de température. Sur la photo, on l'a connecté à un ampèremètre et puis, avec une, et on a vérifié avec non, sur un voltmètre, excusez-moi, et on a vérifié avec notre voltmètre que l'information qui était donnée était la même. Donc c'est extrêmement précis. Avec ce voltmètre, qui est un voltmètre fait par IM5 Stack, qui vaut une vingtaine d'euros, 25 €, on arrive à avoir une précision d'à peu près 1 par rapport à un voltmètre standard. Donc, est-ce que c'est d'ailleurs le voltmètre standard qui est le bon à 2 décimales près ou celui de M5 Stack? C'est même pas clair. Voilà, donc ça marche très bien. Encore une fois, là, par exemple, je vais vous montrer, je vais partager avec vous. Donc là, on a programmé ce M5 Stack qui a un écran. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous montrer, en fait, là, on a fait toute une interface et donc là, il détecte les capteurs. Là, j'ai mis dessus un capteur de température, de pression atmosphérique et d'hygrométrie, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, là, il y a on voit qu'il y a des informations qui sont affichées, qui sont en temps réel et qui sont l'hygrométrie, la température et la pression atmosphérique. Et maintenant, je vais connecter donc je vais repasser en partageant mon mobile et je vais me connecter sur l'écran. Je vais lancer la diffusion. Donc du coup, voilà, confirmer, puis ici pour confirmer partage d'écran, voilà. Partager, voilà, j'ai pas besoin de partager l'audio. Et je vais me connecter avec Physique, cette fois-ci sur, cet ESP32 qui s'appelle, Physique Connect, vers 5. Je vais me connecter. Voilà, donc là, il m'a connecté alors en français, on utilise le tutoiement, hein, sur Physique, donc c'est pas c'est parce qu'on ça on pense que ça permet d'être, plus simple pour les élèves et plus approchable. Et donc vous voyez que là, automatiquement, vous recevez, parce qu'il y a une boucle, hein, la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Donc par exemple, si je fais sur humidité, vous voyez, vous avez l'humidité qui est affichée en temps réel et qui bouge. Et par exemple, si j'humidifie un peu mon capteur, vous voyez que tout d'un coup, ça saute. Je peux enregistrer les données comme je le ferais sur n'importe quelle information physique, vous voyez? Bon là, j'ai soufflé dans mes mains, donc du coup, il y a plein de vapeur d'eau qui est dans le capteur. Voilà, et puis j'arrête l'enregistrement et donc vous voyez que l'enregistrement est allé dans mon cahier d'expérience. Je peux zoomer, je peux mettre une échelle différente, je peux zoomer sur l'échelle, le mettre, en plein écran et cetera et puis je peux changer le format, je peux faire des statistiques et cetera. Donc voilà. Donc toute l'utilisation de physique habituelle et en fait un outil quand même assez puissant pour analyser et partager des données ou créer un cahier d'expérience dans lequel je peux mettre du texte, des photos et cetera. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir accéder à un logiciel qui enregistre les données, mais qui est un logiciel qui est quand même assez puissant et où les données peuvent également être partagées avec Excel, avec d'autres élèves et cetera. Voilà, pour, si vous voulez en savoir plus sur physique, à ce moment-là, vous pouvez venir, on a d'autres webinaires qui parlent plus de physique. Notamment, on a un webinaire, je pense qu'on va faire en mars, qui va parler de toutes les fonctionnalités qu'on découvre pas d'habitude sur physique. On les a mises, elles sont super puissantes, mais voilà, parfois, les utilisateurs les découvrent pas. Voilà, donc là, j'ai connecté mon ESP32. Vous voyez que si je veux me déconnecter, c'est pas compliqué. Je reviens sur, ici, les mesures et puis je reviens sur mon écran, capteur externe et puis je fais déconnexion. Là, je peux regarder la pression atmosphérique, hein, 847, ça vous surprend pas parce qu'en ce moment, il y a un gros épisode de passage, de dépression donc 847, ça paraît tout à fait normal. En plus, je suis voilà et puis, là, la température, là, il fait, ça, c'est la température, qui est, comme j'ai soufflé dedans, 24 degrés, mais normalement, c'est plutôt 19. Voilà. On va se déconnecter et on va arrêter le partage de cet écran. Voilà et donc je vais revenir à ma présentation et puis on va finir rapidement parce que je vois qu'il est 45, que le temps tourne d'un autre côté,
il fallait passer par toutes ces étapes. Donc je vous l'ai dit, une dernière chose qui peut se passer, c'est que, vous n'ayez pas, vous n'ayez pas de Bluetooth BLE sur votre microcontrôleur. Si c'est le cas, vous pouvez acheter un petit module comme par exemple le module HM10, qui est vendu par plein de revendeurs et vous pouvez le programmer pour qu'il, il communique avec Physic. C'est exactement la même chose, on a mis sur le site, un programme de test que vous pouvez télécharger dans le Arduino et l'adapter. Ou sinon, vous pouvez utiliser bien sûr, une interface comme celle de VitaScience. Voilà. Alors, heu, que faire avec tout ça et quelles activités, vos collègues ont pu faire avec Physique, et les capteurs externes? Alors, une première activité qui est utilisée, on n'a pas encore, structuré sous la forme d'une activité avec la main à la pâte, mais on va le faire bientôt. C'est autour de la respiration des plantes. Alors pour ça, il faut mieux utiliser un capteur de CO2 qui est un vrai capteur de CO2. Parce que le problème de la mesure par, l'équivalent CO2, donc, vous vous souvenez, il y a 2 types de capteurs pour le CO2. Il y a des capteurs qui mesurent les composés volatiles, mais qui font un équivalent CO2 et puis il y a les vrais capteurs de CO2. Le po le problème des capteurs qui mesurent, les composés volatiles, c'est qu'ils ne donnent un bon équivalent CO2 que pour les humains. Puisqu'en fait, à l'intérieur de ces modules, ils disent: «Bah, voilà, si, il y a tant de composés volatiles, ça veut dire que si c'était un humain qui respirait dans la pièce, il y aurait tant de CO2, la quantité de CO2 dans la pièce serait tant». Donc c'est vraiment un équivalent CO2 pour les humains. Mais vous pensez bien que pour une plante, elle ne va pas générer la même quantité de composants volatiles pour un équivalent CO2. Donc c'est pas fondamentalement, le bon outil pour analyser précisément la respiration des plantes. Ce que vous pouvez, par contre, si vous utilisez un capteur comme le, SCD 30, 40 ou 41, ça c'est des vrais capteurs de CO2 et là, vous pourrez faire des mesures tout à fait correctes. Vous pouvez alors, heu, vous êtes probablement habitué en SVT à faire de la respiration des plantes, dans l'eau avec, des algues, hein, enfin ou des plantes aquatiques. Ça marche très bien en respiration des plantes dans l'air et là, vous pouvez par exemple prenez des feuilles d'épinards ou de laitue, enfin plutôt d'épinards, ça marche mieux ou des feuilles, voilà des plantes qui ont des grosses feuilles. Vous les mettez dans un bocal et puis vous allez voir que selon que vous éclairez ou que vous mettez la pièce dans le noir, la concentration en CO2 varie assez rapidement, en fait, voilà. Donc, alors physique, les capteurs, CO2 de physique, enfin, que j'ai utilisés n'étaient pas, ne pouvaient pas être mis dans l'eau, mais dans l'air, ce genre, d'expérience marche extrêmement bien. D'ailleurs, on a une photo là, au milieu où on l'a fait, on l'a fait avec, le matériel, avec un matériel de labo. Voilà. D'autres expériences qu'on peut faire bien sûr, c'est tout ce qui est autour de la météorologie, analyse, de la température, de la pression atmosphérique, de la qualité de l'air et cetera. Donc là, il y a des capteurs adéquats qui permettent, de mesurer chaque jour et puis de comparer, chaque jour ces informations, et de se connecter et puis de mesurer, de faire peut-être des prédictions ou peut-être des analyses. Est-ce que la pression de l'air a bien, est-ce que la météo a bien, et bien le résultat de ces changements de pression atmosphérique, par exemple, voilà. Plein d'analyses intéressantes qu'on peut faire. On a en lycée pro, certaines personnes utilisent pour mesurer la convection, donc en utilisant les sondes de température, DS-188 là. Si vous en mettez 2, vous pouvez très facilement mesurer la convection et les comparer. Le microcontrôleur va envoyer 2 informations à physique, et donc vous allez pouvoir très facilement faire ces mesures, ces comparaisons, directement dans Physique et voir qu'elles sont d'ailleurs, totalement corrélées. Vous pouvez faire des mesures de calorimétrie, voilà, on chauffe avec une bougie, un calorimètre, combien de temps il va se mettre à chauffer, comment évolue la température, transformation de phase et cetera. Bien sûr, tout ce qui est électricité, en utilisant soit directement
les mesures analogiques. Il y a des convertisseurs analogiques digitaux dans pratiquement tous les microcontrôleurs. Donc, vous pouvez, si vous avez des courants très faibles, utiliser directement les ports du microcontrôleur, ou sinon, vous pouvez utiliser un module spécialisé. J'en ai mentionné un tout à l'heure. Voilà. On peut faire des mesures déportées aussi, ça c'est assez intéressant. Donc, euh, par exemple, des choses où pour sauter, vous ne voulez pas que les élèves aient un portable dans la poche, mais par contre, ils peuvent faire cette mesure en déporté, l'enregistrer sur leur smartphone, sur un Arduino, et puis après les retransmettre à physique. Et puis des projets technologiques particuliers, voilà, où vous intégrez physique à l'intérieur de l'ensemble du projet pour donner des informations ou pour envoyer des données et qui peuvent être visualisées après par l'élève. On va développer d'ailleurs cet aspect, on va développer un petit module où on pourra envoyer non seulement des nombres, mais aussi des textes ou des emojis, etc. Donc ça, c'est un de nos projets. Voilà un peu les différentes choses dont je voulais vous parler. Donc ça, c'est par exemple le type d'expérience qu'on fait en labo avec vos collègues. À gauche, un calorimètre, au milieu, la respiration des plantes. Et puis à droite, on a fait passer de l'air dans une solution de chaud pour bien voir que le CO2 était éliminé par ce passage. Voilà. Euh, donc voilà un peu Voilà, merci pour votre attention. Voilà un peu ce partage. Ça a été assez long, je suis désolé, la présentation est longue, mais j'espère que vous avez vu que c'est quand même très très simple de connecter votre microcontrôleur à physique. Encore une fois, on a une page spécialisée que je vous ai mentionnée sur ce sujet et qui est physique.org, la barre et external sensors. Et voilà. Et là, il y a toutes les informations. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours nous écrire et on sera très heureux de vous répondre. Voilà. Ah, est-ce qu'il y a des questions autour de ça? Peut-être si. Euh, je ne sais pas Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de connecter physique, ont réussi? euh, voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience avec vos collègues. Je regarde si sur le chat, il y a d'autres informations. Station météo, oui. Voilà. Alors, bah, écoutez, c'est sympa, merci. Alors, un module HM10 est-il toujours compatible avec les dernières versions de Bluetooth? Alors, je crois, ça c'est une bonne question, mais il me semble, mais je ne sais pas s'il y a Léo Briand, qui est le patron justement de Vita Science, m'avait dit qu'il passerait peut-être. Je ne sais pas s'il est là, mais le HC05, je ne me souviens plus s'il est compatible BLE. Voilà, donc ça c'est. Voilà, il faut bien vérifier que c'est compatible BLE. Encore une fois, c'est ce protocole-là qu'on utilise. On aurait pu utiliser le protocole Bluetooth, mais les deux étant pas compatibles, on est obligé d'en choisir un. Voilà, donc on a choisi le module BLE. Alors, tout à fait, on va travailler, merci Jérôme pour votre suggestion. On va travailler là-dessus, euh, avec aussi la main à la pâte. On a équipé le petit logiciel je vais remettre mon écran. Mais le petit, donc là, on a fait un programme assez pas mal, un peu sophistiqué pour le M5 Stack. Et en fait, on l'a mis en test dans une quinzaine de classes. On a une quinzaine d'écoles pilotes qui étaient intéressées à tester le M5 Stack avec des capteurs, euh, des sondes de température, des capteurs de CO2. Ça, c'est un capteur de CO2 SCD40. Ça, c'est pour mesurer la luminosité. C'est un petit capteur de température, je me souviens plus, BH 1750. Voilà. Et donc, on l'a mis en test dans une quinzaine de classes. Donc, on attend leur retour. Ils ont des projets autour de la respiration des plantes, autour de la qualité de l'air, de la mesure de la qualité de l'air, station météo. Donc, on va avoir leur retour et dès qu'on a ça, on vous dit. Et oui, oui, si vous voulez participer à ce test, Jérôme, ben vous m'envoyez si vous voulez m'envoyer un message, enfin, je dois avoir votre mail,
Mais si par hasard je vous contacte pas, envoyez-moi un message et ça pose aucun problème, on vous ajoutera sur la liste des testeurs. On peut fournir, 1 ou 2 équipements, voilà. Vous nous le rendrez, mais bon, on peut vous les prêter pour que vous les testiez, ça peut être intéressant. Voilà et là alors là, il est équipé du logiciel qu'on a créé pour ça, voilà, qui permet qui reconnaît une dizaine de capteurs différents, et affiche l'information et cetera. Voilà. Bah, écoutez, donc on va faire ça nous, c'est dans nos projets, hein, de faire des fiches, qui permet avec des activités. On a déjà, voilà, on a un bon nombre d'activités déjà, qu'on a documentées, mais qu'on n'a pas mis en ligne, donc on va les mettre en ligne et puis on aura le retour aussi de ces utilisateurs sur un projet un peu spécial et ça va être intéressant, de voir le retour et voilà, toutes les activités qu'on peut faire. Mais, notre objectif, c'est vraiment d'étendre les possibilités de physique et pour faire, ben, plus de sciences, de la technologie. C'est toujours amusant de connecter aussi plusieurs types d'instruments et notamment les élèves sont toujours très intéressés à utiliser leur smartphone pour faire des choses. Ils les utilisent pour faire, des jeux, de la communication. Mais notre retour, c'est qu'ils sont toujours excités de l'utiliser pour faire d'autres choses et surtout pour se connecter à des trucs. Voilà et si en plus ces trucs, c'est eux qui les ont programmés, là tout de suite il y a un vrai apport. Donc voilà, donc on pense qu'en technologie également, c'est un outil qui, bien que ça soit pas bon, c'est plus pour faire des sciences, mais pour la technologie, le fait de se connecter, de passer à travers le fait de mettre le protocole, de l'intégrer et cetera et d'avoir un résultat, tangible pour les élèves sur leur smartphone, puisqu'ils sont capables de recevoir l'information, c'est un bon apprentissage. Voilà, oui, Philippe, nous confirme donc, le HC05 n'est pas compatible nativement avec BLE. Donc il faut, voilà, ça je suis désolé, c'est une limitation, de physique. Alors, le SP32 est livré avec le boîtier que vous avez montré? Non. Le SP32 quand vous l'achetez, il ressemble à ça, mais en même plus petit. Heu, mais par contre, vous pouvez acheter, ça c'est le module, M5 Stack, mais il y a d'autres choses, hein. Je ne veux pas vous pousser dans un sens ou dans un autre, hein. C'est juste que ça, c'est un petit boîtier qui est vraiment sympa. Il a une batterie, il a un afficheur, là vous voyez, c'est un touchscreen, donc vous pouvez le toucher et cetera. Donc moi j'aime beaucoup ce petit boîtier, j'adore, je connais j'ai discuté aussi avec bon c'est fait en Chine, hein, mais bon ça, personne n'est parfait. Mais par contre, le créateur est un vrai ingénieur et vraiment un gars super sympa et j'ai discuté avec lui et vraiment il a à cœur de pousser, l'apprentissage de l'informatique, mais aussi des sciences donc voilà, donc bon, ça marche bien, voilà. Mais il y a plein d'autres choses, moi, le microbit, c'est vraiment un outil super sympa. Le seul problème, c'est qu'il faut le connecter. Vous voyez, il a pas de batterie, donc il faut le connecter à une batterie. Donc il faut rajouter une batterie, à côté, il y a des batteries avec des piles, bon là, l'intérêt de ce truc-là, c'est que c'est rechargeable, donc il y a pas besoin d'acheter des piles, voilà. Donc mais bon, mais microbit, moi j'adore, c'est un super outil et Arduino, bien sûr, on a fait des trucs super avec Arduino, c'est aussi un très, très bel outil donc ils marchent tous super bien, hein, c'est pas le problème. C'est super robuste, ça se laisse tomber, mais je dois dire avoir une batterie à l'intérieur du truc, c'est quand même super pratique. Voilà. Bah, écoutez, je sais pas si j'ai d'autres questions, mais je crois pas avoir, manqué des questions. Je n'ai pas réussi à connecter mon microbit. Comment donner un nom au service? Alors sur microbit, c'est pas la peine de donner un nom au service. Normalement, il apparaît, si vous le faites comme j'ai mis, normalement, il apparaît, il y a marqué, microbit. Voilà. Hem, donc normalement, il me semble, je crois pas me souvenir qu'il faut donner un nom, mais je crois qu'il y a une fonction qui permet de donner un nom au service, microbit. Je me souviens plus laquelle c'est, mais il doit y avoir cette fonction. Si vous avez toujours des difficultés, Chris, heu, envoyez-moi un mail et je regarderai avec vous et on trouvera un moyen. Voilà, bah, écoutez, il est 15 heures, donc ben, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et puis, ben, c'est une expérience, hein, donc nous, on l'a fait pour étendre le champ des possibilités de physique, mais
mais bon, ça reste expérimental, mais ça marche très, très bien, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé ce petit boîtier. Mais si vous avez des retours, si vous avez du feedback, si vous ça marche ou ça marche pas, c'est mieux quand ça marche et ben, envoyez-nous et dites: «Ah voilà, j'ai fait ça avec et c'était super». Ou voilà, on a fait ça, mais il manque ça et à ce moment-là, on ajoutera, les fonctionnalités. Physique est en constante évolution. On a sorti la dernière version Cyan en décembre. On est super excités par cette version avec des icônes. Mais voilà, et on continue d'avancer et de rajouter des choses au fur et à mesure, donc dites-nous et on sera content